Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le feuilleton de la perquisition du domicile de Donald Trump en Floride continue de dominer l'actualité ici aux États-Unis. L'ancien président américain a qualifié d'injustifiée la démarche du ministère de la Justice après la publication d'un document détaillant les raisons de cette perquisition menée par le FBI. Une offensive conjointe et une guerre totale, voilà comment est qualifiée la reprise ce jeudi des combats entre d'une part les rebelles du Tigré et de l'autre les armées éthiopiennes et érythréennes. Dans sa chronique santé ce jeudi, Mohamedou Oumfa s'intéresse à la tuberculose. Un nouveau traitement s'est révélé plus efficace contre les formes résistantes de la maladie. Et on commence par cette actualité ici aux États-Unis où le ministère de la Justice a publié un document pour justifier la perquisition menée par le FBI à la résidence de l'ancien président Donald Trump en Floride. Ce département indique que des documents sensibles appartenant au gouvernement américain ont été probablement cachés pour entraver une enquête de la police fédérale. Hier, mercredi, Donald Trump a qualifié d'injustifiée cette démarche de la justice américaine. Faisons le point avec Cindy Sen. Le récit est signé Jacques Aristide. Pour des experts, l'acte de procédure du département américain de la justice a établi l'extrême sensibilité des documents top secrets qui ont été saisis. La photo est claire, comme de l'eau de roche. Elle montre qu'il s'agit bien d'informations classifiées. Il a soutenu ou suggéré avoir déclassifié des documents. Ceux-ci ne sont pas marqués déclassifiés. Le FBI a perquisitionné le domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride le 8 août dernier. 2 mois auparavant, un de ses avocats avait fait état de la restitution de tous les documents classifiés. C'est cela qui a aggravé la situation. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y aura une inculpation, c'est la dissimulation, c'est l'obstruction. L'avocat Bradley Pimos est également d'avis que Donald Trump pourrait faire l'objet d'accusations criminelles en lien avec ces documents, mais il ne croit pas qu'une inculpation soit imminente. Pour des observateurs, le ministère de la Justice va examiner probablement les implications politiques de l'inculpation d'un ancien président tout en tenant compte de celles liées à la sécurité nationale. Donald Trump a nié tout acte répréhensible, mais n'a pas expliqué pourquoi il avait retiré tant de documents classifiés de la Maison-Blanche. Dans des publications sur les réseaux sociaux, il a attaqué le ministère de la Justice et le FBI, affirmant que la perquisition de son domicile était politiquement motivée. Le président démocrate Joe Biden a condamné les attaques de certains républicains contre le FBI. C'est écœurant de voir les nouvelles attaques contre le FBI. Il a également déclaré qu'il laisserait l'enquête entièrement au ministère de la Justice. Et à propos de président américain, l'actuel Joe Biden doit prononcer ce jeudi un rare discours à 1 heure de grande écoute. Ce sera à Philadelphie, berceau des États-Unis, à proximité du bâtiment où ont été adoptées la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine. Sur un plan plus tactique, la Pennsylvanie, cet État de l'Est où se situe Philadelphie, détient peut-être la clé des élections législatives de novembre. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, Joe Biden passera ce soir à l'offensive. Le démocrate de 79 ans estime qu'une menace extrémiste pèse sur notre démocratie. Et cette menace a un nom, selon la Maison-Blanche. Il s'agit des républicains qui souscrivent à l'idéologie « Make America Great Again » de l'ancien président Donald Trump. Toujours ici aux États-Unis, les autorités du Mississippi ont déclaré l'état d'urgence sanitaire après des inondations historiques qui ont endommagé les systèmes de traitement de l'eau et laissé quelques 180 000 personnes sans eau potable à Jackson, la capitale. Le gouverneur de l'État a averti les habitants et a déployé la garde nationale pour distribuer de l'eau potable. Selon le département de la Santé, les pompes de traitement d'eau
sont tombées en panne parce que trop vieilles et les réservoirs de stockage desservant la capitale ont de très faibles niveaux. Conséquence, les robinets sont à sec et l'eau qui arrive est contaminée ou non traitée. Autre sujet d'actualité ce soir, l'Éthiopie et l'Érythrée ont lancé ce jeudi depuis le territoire érythréen une offensive conjointe et une guerre qualifiée de totale contre la région dissidente du Tigré. C'est ce qu'affirment les autorités rebelles. Les autorités éthiopiennes, elles, disent être dans une position défensive. On fait le point avec Yacouba Ouedraogo. Le porte-parole des rebelles tigréens, Kindeya Gebrehiwot, soutient que les deux armées attaquent depuis l'Érythrée voisine. L'ennemi, ayant déjà déplacé une force massive en Érythrée, a maintenant commencé une campagne conjointe avec la force d'invasion étrangère de l'Érythrée. De son côté, le gouvernement éthiopien a simplement affirmé que l'armée reste en posture défensive pour contrer les attaques lancées dans toutes les directions par les rebelles. Répondant aux appels à la cessation des hostilités et au dialogue, Addis Abeba estime inacceptable ce qu'elle qualifie de rhétorique des deux camps, de la communauté internationale qui met sur le même pied le gouvernement et ce que l'Éthiopie qualifie d'une clique belligérante. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris le 24 août entre gouvernement fédéral éthiopien et autorités rebelles du Tigré. En conflit depuis novembre 2020, ils s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ces nouvelles hostilités. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exhorté mercredi soir le gouvernement éthiopien et le TPLF à arrêter immédiatement les opérations militaires et à travailler à la fin du conflit. Je suis Mohamed Diop à Nouakchott pour VOA Afrique. À la suite d'un voyage au Mali où 49 soldats ivoiriens sont détenus depuis le 10 juillet, Pulchérie Ballet, présidente de l'organisation alternative citoyenne ivoirienne, a été arrêtée à 2 reprises en août puis placée en détention provisoire. Ses avocats se sont réunis pour une conférence de presse. Les précisions avec Dili Diko. Pulchérie Ballet, une figure de la société civile ivoirienne, est accusée d'entente avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation militaire et diplomatique de la Côte d'Ivoire, de manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions et à occasionner des troubles graves à l'ordre public. Ses avocats ont dénoncé mercredi une tentative destinée à la faire taire. Je trouve curieux. Et là, nous sommes sur le même point de vue. Nous avons trouvé curieux que un député de notre République fasse une sortie sur les réseaux sociaux et utilise des termes qui peuvent être interprétés comme des termes de menace. Quelques heures seulement après, le procureur de la République engage des poursuites en ce qui la concerne. Nous estimons que certainement il s'agit d'un complot. Eric Saki, l'un des avocats de Pulchérie Ballet, affirme que sa cliente a été victime d'un guet-apens de la part de la police qui l'avait invité à venir récupérer son passeport et son téléphone portable, confisqués lors d'une précédente interpellation à son retour du Mali le 3 août. Donc pour nous c'est un complot. Pour nous cette façon de faire n'est rien d'autre qu'une restriction ou une tentative de faire taire Dame Pulchérie Edith Ballet. Lors de son séjour au Mali, Madame Ballet avait rencontré des responsables d'ONG et des proches de la junte militaire, évoquant avec eux le sort des 49 soldats ivoiriens. Considérés comme des mercenaires, ces soldats ont été inculpés par la justice malienne. Abidjan assure qu'ils étaient en mission pour l'ONU et réclame leur libération. Le président russe Vladimir Poutine n'assistera pas aux funérailles samedi du dernier dirigeant de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, mort à l'âge de 91 ans et dont l'héritage est controversé et source de rancœur en Russie. Nous savons que la cérémonie principale sera le 3 septembre ainsi que les funérailles, mais l'emploi du temps du président ne lui permettra pas d'être là, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence.
de la présidence russe, Dmitri Peskov. Vladimir Poutine s'est rendu jeudi à l'hôpital de Moscou où est décédé Mikhail Gorbatchev pour lui rendre hommage, non sans avoir déposé un bouquet de roses rouges près de son cercueil. La Chine dénonce fermement le rapport publié hier par l'ONU sur les violations supposées des droits de l'homme dans sa région du Xinjiang. Ce rapport est un ramassis de désinformation et un outil politique au service de la stratégie des États-Unis et de l'Occident qui vise à entraver le développement de la Chine, a soutenu Pékin ce jeudi. L'Occident accuse la Chine d'avoir intenté plus d'1 million de Ouïghours et d'autres groupes ethniques musulmans dans des camps de rééducation, voire d'imposer du travail forcé ou des stérilisations forcées. Pour la Chine, il s'agit de centres de formation professionnelle destinés à développer l'emploi et à éradiquer l'extrémisme au Xinjiang. Et puis, toujours en rapport avec la Russie, le Kremlin a qualifié jeudi d'absurde la décision de l'Union européenne de suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie comme sanction. C'est mauvais pour les Russes car les visas seront probablement plus longs et plus difficiles à obtenir, a dit le porte-parole du Kremlin qui assure que cette mesure rendra aussi les choses plus complexes pour les Européens. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé mercredi de suspendre cet accord conclu en 2007, mais n'ont pas décidé d'une interdiction plus large comme l'exigeaient certains États membres. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, na la Voix de l'Amérique, Buto, Washington DC. Sango Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington, D.C. L'une des prestigieuses universités du continent africain fête ses 100 ans. Il s'agit de l'université du Wits, située dans le centre-ville de Johannesburg. Créé en 1922, cet établissement occupe 400 hectares et 2 campus. C'est une mini-ville au cœur de la capitale économique sud-africaine. C'est aussi un haut lieu de recherche qui influence le monde entier. Romain Chanson, notre correspondant en Afrique du Sud, l'a visité pour nous. Pour son 100e anniversaire, la vieille dame s'est refait une beauté. La façade du grand amphithéâtre, semblable à un temple avec ses 8 colonnes, vient d'être restaurée. Construit dans les années 1920, c'est le monument iconique de l'université. Il symbolise Wits, il symbolise les études supérieures, il symbolise Johannesburg. En 1966, Robert Kennedy est venu parler ici. On est vraiment dans l'épicentre de Wits. Un centre de gravité pour les étudiants des 5 facultés qui continuent d'emprunter l'entrée originelle, à une époque où Wits n'accueillait que 1000 étudiants contre 40 000 aujourd'hui. Des étudiants qui sont fiers d'appartenir à cette institution. Étudier la médecine à Wits a toujours été l'un de mes rêves.
Je voulais faire partie de cette famille car sa réputation est excellente. Au lycée, vous faites partie des meilleurs et maintenant vous arrivez ici et il faut travailler pour atteindre le haut niveau, donc c'est intimidant. L'université a vu le jour au début du XXe siècle pour soutenir l'industrie minière et aujourd'hui encore, des recherches y sont menées pour réfléchir au futur du secteur. Le sous-sol et ses différents trésors intéressent les scientifiques. Le professeur américain Lee Berger, explorateur pour National Geographic, nous ouvre les portes de son antre. Bienvenue dans la chambre forte. Vous avez devant vous plus de la moitié des fossiles humains découverts en Afrique qui sont conservés dans cette pièce. Nous sommes ici en Afrique, dans une université de classe mondiale, capable de mener ce genre de recherche. On ne peut pas faire ça ailleurs dans le monde. Je vois comment c'est aux États-Unis et je préfère rester un visiteur. Troisième meilleure université d'Afrique, selon le classement de Shanghai, Wits n'aurait rien à envier aux autres universités. La concurrence n'inquiète pas la direction. Je préférerais que la concurrence soit plus rude. Nous avons besoin de plus d'universités du niveau de Wits parce que c'est bon pour le développement de l'économie du savoir sur le continent. Je pense que la concurrence la plus forte vient de la Chine. Wits tire sa renommée internationale de ses recherches médicales, notamment contre le VIH ou le Covid. C'est aussi une université où les sciences sociales occupent une grande place. L'intellectuel camerounais Achille Mbembe, professeur à Wits depuis 2001, est régulièrement publié et traduit dans le monde entier. Il s'inquiète d'un repli sur soi de l'Afrique du Sud qui porterait atteinte à l'université. On pourrait faire mieux si effectivement le gouvernement sud-africain prenait conscience du fait qu'il y a là une énorme opportunité et si ce gouvernement décidait de réformer véritablement les conditions d'entrée et de séjour dans ce pays qui devient malheureusement fermé sur lui-même. Université publique, Wits est financée en partie par l'État et par les droits d'inscription. Pour fêter son centenaire et assurer sa longévité, une grande campagne de dons a été lancée pour récolter 180 millions de dollars. Plus des 2/3 ont été recueillis. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg. Merci Romain. Comme tous les jeudis, nous consacrons une partie de ce journal à des sujets santé. Nous accueillons donc Mohamed Oumfa dans ce studio pour sa chronique hebdomadaire. Bonsoir Oumfa. Salut John. Alors aujourd'hui, on parle d'un traitement contre la tuberculose qui semble produire des très bons résultats. Oui, John, on parle d'un régime de médicaments appelé Bepal parce qu'il combine 3 antibiotiques, la bédaquiline, le prétomanide et le linezolide. En fait, c'est un traitement connu depuis au moins 2019 lorsqu'il a été approuvé par la FDA, l'agence américaine du médicament, ici aux États-Unis. Alors, une étude publiée hier par le New England Journal of Medicine confirme l'efficacité de ce traitement, même lorsque le dosage de l'un des antibiotiques, le linezolide, est réduit de moitié. Alors, pourquoi réduire le dosage de cet antibiotique? Eh bien, des chercheurs avaient découvert en 2020 que si le Bepal guérit plus de 90% des patients, il y avait aussi un taux élevé d'effets secondaires liés justement au linezolide, notamment des douleurs nerveuses ou une baisse de la production des cellules responsables de l'immunité. Et donc, l'intérêt de l'étude publiée hier dans le New England Journal of Medicine, c'est que l'on peut utiliser le même traitement, mais avec moins d'effets secondaires, en réduisant simplement le dosage de l'antibiotique responsable des 10 effets secondaires. Il s'agit là, John, d'un pas important pour la santé publique, car il faut le rappeler, la tuberculose reste l'une des plus grandes causes de mortalité dans le monde. Les dernières statistiques de l'OMS évoquent plus de 1,5 million de morts rien qu'en 2020. Alors, j'aimerais quand même comprendre, Mohamed Oumfa, il existait déjà, on l'a vu, des traitements contre la tuberculose. Pourquoi était-il nécessaire de chercher de nouveau? Effectivement, John, il existe des traitements, mais les experts relèvent une résistance croissante aux médicaments existants. Ils parlent même d'une tuberculose multirésistante. Alors, la tuberculose multirésistante est une forme de la maladie due à un bacille ne réagissant pas aux médicaments antituberculeux de première intention qui sont les plus efficaces, ce qui oblige les soignants à avoir recours à des médicaments de deuxième intention qui sont toutefois plus limités,
nécessitent une administration de longue durée qui peut aller jusqu'à 2 ans de traitement et sont généralement à la fois chères et toxiques. Selon l'OMS, environ 5% des nouveaux cas de tuberculose sont résistants aux antibiotiques prescrits, ce qui les rend difficiles à traiter, d'où la nécessité de poursuivre la recherche de nouveaux médicaments ou tout simplement de nouveaux traitements. Il faut dire que ces traitements ne sont pas toujours disponibles partout, ce qui oblige les patients à se rendre dans des pays réputés pour une meilleure qualité de soins, des pays comme l'Inde. Et c'est en effet en Inde que nous allons aller maintenant, l'Inde qui est un pays qui a développé une véritable industrie du tourisme médical, l'Inde qui est justement en train de relancer ce secteur qui avait été affecté par la pandémie de Covid-19. Regardez. En Inde, le secteur touristique, notamment le tourisme médical, reprend du poil de la bête alors que le pays a rouvert ses frontières après 2 ans de restrictions imposées par la pandémie de Covid-19. Concernant notre établissement, nous avons vu une augmentation de près de 200 à 300% au cours des 3 derniers mois. Au moment où la crise de Covid est de plus en plus maîtrisée, nous assistons à un afflux massif de patients internationaux qui n'étaient pas en mesure de venir en aide depuis près de 3 ans. New Delhi, Mumbai et Surat sont les principales villes qui accueillent des patients internationaux qui n'ont pas pu obtenir les traitements souhaités dans leur pays d'origine. Je suis très heureux d'obtenir un meilleur traitement de leur activité, leur comportement et leur coopération. C'est en raison du moindre coût que je suis venu en Inde, que j'ai choisi l'Inde. Le bilan de ma santé a dévoilé mon problème et mon problème a été résolu. Ma hanche a été remplacée, ils l'ont bien fait et je vais bien maintenant. De la transplantation d'organes au traitement du cancer, en passant par la chirurgie esthétique et la neurochirurgie de pointe, les soins offerts par les hôpitaux indiens ont de plus en plus meilleure réputation. Des soins par ailleurs moins chers que dans d'autres pays asiatiques réputés sur ce créneau comme la Thaïlande ou Singapour. L'indice du tourisme médical 2020-2021 classait l'Inde comme la 10e destination la plus sollicitée au monde. Voilà, John, vous savez désormais où aller si vous avez besoin de vous soigner. Même si ici aux États-Unis, on a des soins de très bonne qualité. Merci Oumfa. Et avant d'aller pour le traitement, je vous invite plutôt à aller au Togo. Au Togo pour parler du projet Vacances créatives qui a bouclé son parcours avec l'étape Aného. Il s'agit d'une caravane itinérante qui a sillonné plusieurs villes du pays pour faire découvrir aux jeunes les métiers de l'art, du design et de la technologie. C'est un projet de la Fondation Mablé Agbodan qui œuvre pour la promotion de l'artisanat en Afrique, comme nous l'explique Amen Elodie Assignon. Aného, à 50 km de Lomé, la capitale togolaise. Une ville aux multiples attraits touristiques. Un peu plus loin, à 19 km, nous sommes à Rangoumé. C'est ici que la caravane itinérante Vacances créatives a marqué la dernière étape de sa tournée entamée au mois de juillet. Sous le hangar, la fascination est au rendez-vous. En témoigne cet atelier sur la robotique. Pour ces enfants qui découvrent pour la première fois une telle technologie, c'est tout nouveau. D'autres ateliers de création ont tout aussi retenu leur attention. Le dessin, la cordonnerie, la menuiserie ou encore la fabrication de bracelets. Des métiers de l'artisanat, des métiers d'avenir que la Fondation Mablé Agbodan, initiatrice du projet, a jugé bon de faire découvrir aux jeunes Togolais. Tout le monde croit que les gens qui font les métiers manuels n'ont pas d'avenir au fait. L'avenir n'est réservé aux intellos, les gens qui ont de très grands diplômes et tout. Mais à supposer que l'intellectuel, vous rentrez dans sa chambre, dans son salon, le meuble qu'il y a, ça a été fait par les artisans. Ce n'est qu'en Afrique, au fin fond, qu'on ne valorise pas les métiers d'art. En Europe, par exemple, les métiers d'art, c'est de l'or. C'est ce que nous voulons susciter chez ces enfants. Et c'est avec enthousiasme que les enfants accueillent l'initiative. La formation, je l'ai trouvée formidable, c'est appréciable. Mais
Ce que j'ai aimé le plus, c'est la fabrication des sandalettes. Parce que moi-même, je peux fabriquer mon propre sandalette si je trouve une matière de base qui est bien solide. C'est à la maison que j'ai eu l'information. J'aime tout ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Si on a encore organisé là, je serai là. Cette caravane itinérante a sillonné plusieurs villes du Togo, du nord au sud. À terme, la fondation Mablé Agbodan veut non seulement faire aimer aux jeunes les métiers d'art et de l'artisanat, mais aussi les former pour en faire des acteurs du développement local. Pour cela, elle compte rééditer l'initiative chaque année. Ces rencontres créatives visent à stimuler et à libérer la créativité de chaque enfant, puisque, comme le dit l'adage, en chacun de nous dort un talent. Il suffit de le réveiller. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé. Merci Amen. Terminons par un mot sur le Festival de Venise. Tapis rouge constellé de robes de soirée et de smoking, stars mitraillées de flash. La 79e Mostra de Venise, le plus ancien des festivals de cinéma, s'est ouvert mercredi soir en grande pompe avec Catherine Deneuve comme invitée d'honneur et le président ukrainien Volodymyr Zelensky en invité surprise dans l'enceinte du Palais du Cinéma, trônant sur le Lido face à la mer. La star française de 78 ans a reçu un Lion d'Or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Manifestement émue dans sa longue robe rouge sang, celle qui avait remporté en 1998 au même endroit le prix de la meilleure actrice, a lancé un merci au public. L'Ukraine a ensuite fait irruption sur la scène du palais à travers un message vidéo de Volodymyr Zelensky qui a appelé le monde du cinéma à ne pas oublier une guerre qui ne dure pas 120 minutes, mais qui dure depuis 189 jours. Après les discours et les hommages, le cinéma a repris ses droits avec la projection officielle du film d'ouverture White Noise du New-Yorkais Noah Baumbach, adapté d'un roman de l'écrivain Don DeLillo. La sélection de ce film en ouverture est une nouvelle marque de reconnaissance pour le géant de la vidéo en ligne Netflix qui l'a produit et qui aligne cette année pas moins de 4 films et une série sur la lagune. Au total, 23 longs métrages sont en compétition pour le Lion d'Or qui sera décerné le 10 septembre prochain et nous y reviendrons. Fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.